Ah, quel engouement! Quel engouement de la part de la communauté pour la réception de Monsieur Laurent Oberton, qui va nous rejoindre ici dans En même quelques temps, minutes, les on gars. l'attend depuis longtemps. On va pas se Ah oui, mentir. c'est génial. Bienvenue à tous dans votre émission Radio Dixie. Et je sais que je le dis rarement, les gars, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Toi, comment est-ce que tu vas, Baptiste? Est-ce que t'es chaud? Ça va, je suis chaud, mais je suis malade. Et c'est pour ça que je parle du nez et que peut-être que je vais me moucher de façon intempestive et tout sauter. Mais je suis chaud, je suis chaud. J'ai avalé le livre de Laurent Amberton en 2 jours. Donc j'ai envie de faire la guerre à tout le monde. On a que des masterclass depuis. Faut bien comprendre que moi, là, en vivant aux États-Unis, j'ai toutes les nominations de Donald Trump qui tombent, tous les mecs qui nomment au gouvernement, et il y a que des bangers. Il y a que des masterclass. Là, tous les mecs qui nomment, c'est que des numéros 10. Donc, donc là, oui, on est très, très. Ici au Texas, en tout cas, je sais qu'il y a un air de fête. Ah ben c'est magnifique. En plus, je pense que tu as beaucoup de questions à poser à Laurent parce que son livre Guerre a un message très proche du nôtre. Donc j'ai vraiment hâte d'écouter tout ça. Et comme tu le dis, on va partager quelques infos bien impactantes post-élection de Donald Trump. On va aussi réagir à 2 courtes vidéos TikTok sur lesquelles tu as des choses à nous dire, Baptiste. Comme d'habitude, je voulais rappeler d'aller faire un tour à tout le monde sur nos Patreons pour du contenu exclusif et pour nous soutenir. De mon côté, j'y ai depuis la dernière fois partagé un podcast à la découverte des abonnés avec Samuel, antillais, une sorte de fils spirituel de Thomas Sowell, qui est né dans une Guadeloupe en grande difficulté et qui a très jeune rejeté l'idéologie dominante pour devenir un expert anti-victimisation. Je vous ai aussi partagé un entretien avec Nîmes, dont le livre a été récemment publié par Julien Rochdy, et qui nous présente la pensée néo-réactionnaire au prolongement du libertarianisme, Dieu, roi et État privé, sans oublier l'émission Les méchants capitalistes que je fais avec mes potes libertariens. Je fais vite parce que j'ai hâte qu'on accueille Laurent. Et toi, quoi de nouveau de ton côté, Baptiste? Moi, j'ai publié le vlog sur Patreon, le vlog de Pierre quand il est venu nous voir pour le grand stream, parce que je sais pas s'il est. Il y a peut-être des gens qui sont passés à côté de l'info, mais on avait fait un live exceptionnel pour les élections américaines. On est resté 11 heures en live. Le Guise était venu ici au Texas. Olivier de la chaîne The American Dream était venu au Texas et on est resté 11 heures en live pendant toutes les élections et on a reçu. On vous donnait les résultats en direct. On a reçu beaucoup d'invités, des gros invités, hein. On a eu plein de gens intéressants. On a eu Julien Rochdy notamment, mais on a eu plusieurs Français, mais on a eu aussi des Américains, des gens des anciens du Parti républicain, etc. Enfin, ça a été super. Et donc, moi, j'ai publié sur Patreon le vlog de la visite de Pierre et tout son séjour ici, justement, quand il est venu travailler pour le live. Et la rediff, justement, complète les 11 heures de live. Voilà, donc tout ça, c'est disponible. Parfait, c'est génial tout ça. Voici les quelques infos post-élection Donald Trump que je voulais vous partager. Déjà, on a Donald Trump qui a dit à Javier Milei que c'est son président préféré. Oui, oui, Trump considère Milei comme son président préféré pour reprendre ses propres termes lors d'un appel cette semaine entre les deux chefs d'État. Ce qui n'a rien d'étonnant, car Trump vient de nommer officiellement Elon Musk et Vivek Ramaswamy à la tête du Department of Government Efficiency, pour lequel ils disent eux-mêmes s'inspirer de la stratégie de Milei en Argentine afin de couper dans les dépenses et virer les fonctionnaires inutiles. C'est Charles Consigny qui dit ça d'ailleurs, et il vient de déclarer quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, j'ai l'impression d'être un Allemand de l'Est qui regarde ce qui se passe en Allemagne de l'Ouest. C'est pas mal, j'ai trouvé. Et d'ailleurs, en parlant de nomination officielle, pour terminer sur les actus post-élection, Oui. Trump a aussi nommé Pete Hegseth comme le chef du département de la défense. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un gars qui avait été mis sur une liste interne à l'armée, je ne sais pas si tu savais ça, comme étant suprémaciste blanc, juste car il a de nombreux tatouages chrétiens sur le corps, comme une énorme croix de Jérusalem sur le torse, ce qui lui avait valu être interdit de participer à certaines missions sur le sol américain. Et aujourd'hui, il se retrouve à la tête de ce poste crucial, où il va superviser l'ensemble des forces armées américaines et s'assurer que plus aucune idéologie woke n'y soit présente. C'est intéressant parce qu'il est animateur sur Fox News Ouais. aujourd'hui. Et en fait, quand il est présenté là dans les différents médias américains de gauche, sur CNN, etc., sur les médias pro-gouvernement, etc., en fait, à chaque fois, c'est genre, regardez Donald Trump, ce clown, il nomme un animateur comme chef, tu vois, de la défense, etc., alors que ils oublient de dire que le mec est diplômé de Princeton et de Harvard et qu'il a une carrière militaire, il a une carrière militaire exceptionnelle. Il a eu 2 Bronze Stars.
Il a été déployé en Irak, en Afghanistan. Il a été et dans l'armée régulière et dans la garde nationale. Enfin bref, il a été officier et supérieur, etc. Enfin tout ça, tu sais. Non, non, c'est juste un animateur. Regardez, il fait la roue de la fortune. C'est vraiment ça. Donc Quelle c'est malhonnêteté intellectuelle, mais on est habitué. on a l'habitude. On a Mmh. l'habitude. Mais voilà, c'est un gros nom qui sort et je pense que oui, ça va être intéressant. Nickel. Et est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à toutes ces actus Dans post-élection? dans les nominations, on a aussi Tom Homan qui est vraiment, c'est mon gars. C'est qui est nommé responsable des frontières. C'est un ancien policier qui a déjà été dans le plan de sécurisation des frontières pendant le premier mandat Trump et il faut regarder toutes ses apparitions. Elles sont exceptionnelles. Le mec vraiment. Alors, c'est le gars qui avait dit à la présidente du Congrès. Quand elle lui avait dit de se taire, elle a dit non, non, vous vous taisez, vous travaillez pour moi, je vous paye avec mes impôts. Quand il est interviewé et qu'ils disent ouais, mais là, votre plan de il va séparer des familles parce que quand vous arrêtez un clandestin et que vous le déportez, ça sépare des familles. Il dit bah oui, d'ailleurs quand j'étais policier, j'arrêtais des mecs qui avaient commis des crimes. S'ils étaient chez eux, je venais les chercher, je les séparais de leur famille. Il dit quand je venais arrêter quelqu'un pour violence domestique, je le sépare des familles. Et donc tu as notamment, je crois que c'est la présidente du Congrès, il me semble, qui dit ouais mais sauf que là ils sont pas accusés d'aucun crime. Et là le mec il lui sort la loi américaine, le fait de passer la frontière, etc. Quel crime c'est, tout ça il lui sort la loi. Donc elle peut rien dire. Et il y a une journaliste un jour qui lui dit est-ce qu'il y a un moyen de déporter les clandestins sans séparer des familles? Et il dit oui, bien sûr, il suffit de déporter toute la famille. Donc ça, c'est aussi. Le mec est très très fort et il faut voir son discours à l'investiture de Trump aussi qui est vraiment exceptionnel. Il y a lui, il y a aussi qui a été nommé à la direction des services de renseignement. Comment elle s'appelle son nom m'échappe. Tu vois de qui je parle? C'est une femme Ouais, qui est une ouais, ancienne ancienne démocrate. démocrate qui a quitté le parti démocrate justement parce qu'elle n'était pas d'accord sur les libertés personnelles, sur les plans sur les armes, etc. Qui a notamment été contre le vaccin Covid, tout ça. Et donc là, c'est marrant, c'est une meuf qui est très anti-État profond et qui justement là va se retrouver à gérer justement les armes principales de l'État profond américain, c'est-à-dire la CIA, le La FBI, toutes les la agences MILF, fédérales. la MILF brune, ancienne démocrate, pour ceux Non, qui mais veulent en parler. ouais, ouais, puis c'est intéressant. Et puis il y a aussi Matt, en avocat général. Putain, j'ai oublié tous les noms là ce soir. Qui a été nommé avocat général et lui qui est carrément qui a été visé par des plaintes, qui a été poursuivi par le gouvernement, etc. Qui est vraiment aussi, je sais pas si tu vois de qui. Ouais, c'est celui On parle. qui avait déclaré que que la majorité des femmes, dans les manifestations pour avortement sont grosses et moches et la journaliste lui avait demandé: «Vous avez pas l'impression que Matt vous avez Gaetz, offensé voilà. des gens avec ça?» Et il dit: «Beh, qu'ils soient offensés, ça me dérange pas, c'est la vérité». C'est surtout lui qui avait sorti les infos sur l'ordinateur portable de Hunter Biden, qui avait Mmh. questionné le président, le directeur de la cybersécurité du FBI en lui demandant des comptes en public, en lui disant comment ça se fait que vous avez perdu cet ordinateur portable et que vous savez pas où il est, et qu'à la fin de l'interview, il dit bon bah ça tombe bien parce que moi j'ai tout, et qu'il avait récupéré toutes les informations. Enfin vraiment, donc lui il va être exceptionnel aussi En fait, en ce qui est bien, avocat c'est qu'il a mis général. plein de gens, mec, qui ont été, dégoûtés par l'État profond, Mm. qui ont été dégoûtés par tout ce collectivisme C'est ça, et je pense que c'est c'est une ça. très bonne stratégie. C'est ça. Donc là vraiment, là jusqu'ici on a une liste de nominations qui est vraiment pas mal. Ouais. Bon, on pourrait passer 1 heure sur les pépites de ces derniers jours aux USA, mais on a un programme chargé aujourd'hui, donc je te propose, Baptiste, de réagir à la première vidéo. Oui, oui, c'est Très parti. bien, j'attendais Ah ton oui, approbation. c'est une vidéo que j'ai sélectionnée Mmh. du Parisien. En fait, c'est un truc tout bête, mais quand je vois ce genre de choses, je me dis c'est toujours bien de faire un petit rappel des méthodes de nos chers journalistes. Donc, je vous laisse regarder et je vais commenter après. Elle s'appelait Valentina, il s'appelait Danil. Ils étaient amoureux et ils sont morts sur le front, en Ukraine. Tous les deux servaient la 3e brigade d'assaut Azov et s'étaient rencontrés il y a quelques mois. Elle, Valentina Nagorna, surnommée Valkyrie, s'était engagée dans l'armée ukrainienne en février 2022, juste après l'invasion russe. Dans la vie, la jeune femme était prothésiste ongulaire. Mais à l'armée, Valentina s'est formée pour porter secours aux soldats blessés. Mon amour sans limite pour le travail. Bien sûr, il serait préférable de ne pas l'avoir du tout, mais nous faisons de notre mieux pour lutter contre la mort. La chef de son service médical salue. Malgré tout mon scepticisme quant à votre manque de formation médicale, vous avez prouvé en 2022 que vous pouviez le faire et que vous le feriez. Lui, Danil Yaskevitch, surnommé Berskek, avait rejoint l'armée en 2014.
Il a été tué par une frappe de missile antiaérien russe, selon le média ukrainien Kiev 24. Sur les réseaux, le couple partageait son histoire d'amour hors du commun, avec humour et courage. En fait, ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est là, en fait, c'est marrant parce que c'est un reportage du Parisien, tu vois. Et il y a un nombre de détails qui est omis dans la description de ces gens et qui est exceptionnel parce que là, ils sont du bon côté parce qu'ils se battent pour l'Ukraine, etc. Donc, on le présente, ces deux héros. Elle est très attachée à son travail, etc. Alors que là, normalement, il y a la panoplie complète pour tout ce que les journalistes traiteraient de néo-nazis, de suprémacistes blancs, comment Viriliste, mercenaires, etc. Parce nationaliste. que là, il y a tout. Alors, ils font partie d'Azov, donc on oublie de préciser ce que c'est que le bataillon Azov. Il y a les runes sur le cou, les différentes runes païennes. Il y a les t-shirts de NSBM. Il y a les différentes représentations d'armes, machin, sur eux. Enfin, il y a vraiment une glorification de la guerre, tout ça. C'est ce qui me dérange pas. Je m'en fous. C'est juste que c'est drôle parce que là, si c'est moi qui apparaît avec exactement les mêmes codes, etc., on va pas me présenter de la même façon, bizarrement. Et c'est drôle comme d'un seul coup, toutes ces choses où quand ils vont présenter quelqu'un qui les dérange, ils vont aller chercher jusqu'au micro-détail d'un truc très alambiqué. Vraiment, moi je rappelle quand même qu'ils ont sorti des photos de moi. Alors, quand il y a 10 ans, j'étais dans un motoclub, il y avait un mec dans le motoclub qui lui-même, 30 ans auparavant, avait fait un salut nazi. Donc ils ont mis en parallèle cette photo de moi à côté de lui et de la photo du mec qui 30 ans auparavant dans les années 80, je rigole pas, hein, c'est vrai, hein, c'est l'article encore une T'étais même pas né. en disant non, j'étais pas né. Non, c'était en 86, donc c'était presque 10 ans avant que je naisse. Donc pour dire que j'étais dit parce que cette photo, et là les mecs ils ont toute la panoplie, mais non, mais là comme ils se battent pour l'Ukraine, on dit juste que c'est des héros et c'est marrant, tu vois. C'est fou. Parce qu'il y a certains détails que tu peux omettre, tu vois, mais là, c'est devant les yeux, quoi. Non, en fait, le truc, c'est que effectivement, c'est complètement omissible et ça veut pas dire, c'est pas parce qu'ils ont tous ces trucs-là que c'est des etc. C'est pas ça. Le problème, c'est que normalement, il suffirait de un de ces 50 trucs pour être directement catalogué comme le mec a un t-shirt du KOTS, King of the Street, qui est l'organisation de free fight illégale de Scandinave, où les mecs se battent, où justement ils font se battre des néo-nazis, des hooligans, etc. Il y a eu un reportage sur le KOTS qui a été fait par, je crois que c'est par Brut, où justement ils expliquent que tous les mecs sont des nazis, que c'est l'horreur, qu'ils se mettent des doigts dans les yeux et tout. C'est à cause de ça que Benoît Saint-Denis a dû s'exprimer et dire non, mais parce qu'il dans le même reportage, il le présente lui et il présente différents combattants français qui sont ouvertement d'extrême droite. Et donc lui, il avait dû faire un démenti en disant moi, je me sépare de ça, c'est pas le même sport, etc. Et là, le mec a clairement un tweet KOTS écrit en gros non, mais là, bon, là ça va parce qu'il se bat pour l'Ukraine. J'ai trouvé la solution, mec. Pour que tu puisses il faut que j'aille me battre pour l'Ukraine. Tu vas te battre pour l'Ukraine et puis c'est bon. Non, mais merci. Non, mais bon, c'était un petit exemple. Il y en a des milliers, hein, mais de temps en temps, j'aime bien vous rappeler que voilà, le prisme journalistique des étrons journalistiques, c'est toujours, c'est drôle comme en un seul coup, il y a vraiment les œillères, ils les mettent, ils les enlèvent, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est vraiment, ça dépend de ce qu'ils ont mangé le matin ou comment ils ont dormi. Mais voilà, quoi, c'est intéressant. De l'excellent travail avec vos impôts. L'excellent travail du Parisien, évidemment. De toute façon, exceptionnel, le Parisien, comme d'habitude. Hein. Le top du top. Bon, vas-y, passe à la suite. C'était pas très important, c'était juste que quand je suis tombé dessus, je me suis dit, c'est incroyable quand même. Là. Ouais. C'est incroyable voilà. C'est pas le Parisien, mais si. Et donc là, on devrait voir le deuxième extrait. Je vous balance tout de suite et c'est pas mal parce que ça va permettre de mettre de la table avant l'arrivée de Laurent Oberton. Le CISPD, qui est un acronyme supplémentaire, existe depuis des années maintenant, hein, on est bien d'accord. Moi, j'ai une question et j'aimerais bien avoir une réponse. À quoi ça sert ? Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez nous dire, de manière concrète et précise, ce qu'a fait le CISPD jusqu'à maintenant ? C'est une instance, un conseil qui se réunit, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il en sort concrètement ? On fait toujours un petit compte-rendu de ce qui se passe au sein du conseil. C'est PV à chaque fois, qui est envoyé aux membres du CISPD. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc on est accessible qu'aux membres. C'est ça ? Oui
Donc en fait, personne, alors que ce sont nos impôts, je rappelle quand même à tout le monde, ce sont nos impôts qui financent tout ça. Personne n'a accès à ces comptes rendus, sûrement sous couvert de la sécurité, secret défense, etc. Enfin, ce que je trouve dingue, c'est que personne n'a été capable ce soir de m'expliquer ce que vous faisiez concrètement. Puisqu'il s'agit ici de la prévention de la délinquance et de la sécurité des habitants. Et nous n'aurons pas accès au compte rendu. Nous ne saurons pas, donc si nous ne faisons pas partie de son conseil, de ce qui se décide et ce qui se dit. Moi, je trouve ça fou. Un exemple parmi tant d'autres. Et c'est un exemple parmi des milliers. Vous savez qu'à Catch Aliments, à chaque émission, on vous en présente au moins un. Et je pense que c'est d'ailleurs un devoir qu'on devrait se faire. Je pense qu'à chaque émission, maintenant, on devrait présenter un poste fictif. Tu vois, la dernière fois, on a montré les dépenses du... c'était quoi le pass? Ah oui, putain, oui, c'est vrai. Le conseil pour le pass culture qui coûte combien de millions? Je sais plus, 61 millions d'euros là, par an qui ont... putain, je sais plus, 6 millions d'euros de loyer, etc. Donc la dernière fois, c'était ça. Là, c'est eux. Et en fait, il faut comprendre que ces choses-là, il y en a pas des dizaines ou des centaines. Il y en a littéralement des milliers. Et des milliers qui eux-mêmes prennent des millions. Donc on en arrive à, vous faites le calcul, à des milliards d'euros qui sont partis. Et les mecs qui font partie de ce conseil-là, etc., moi, je dis, mais à quoi vous servez? Ils savent même pas. Ils ont même pas préparé une réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on leur demande tellement jamais. Parce que personne ne leur demande rien. Parce que là, on vous passe l'extrait. Elle a gueulé. Mais dans 2 jours, c'est oublié. Vous inquiétez pas qu'après, ils sont allés bouffer à la cantine. C'était terminé. Ils s'en foutent. On leur demande jamais qu'ils ont même pas dit, ils sont même pas préparés un jour en disant, en fait, si un jour on nous demande ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Même pas. Il y a pas besoin. Avant, ça c'était dans les années 80. Fallait mentir un peu, fallait avoir une couverture. Maintenant, il y a même plus besoin. Maintenant, les mecs, ils s'en branlent, ils font on fait des comptes rendus. Ah bon, ils sont où? Non, mais vous pouvez pas les lire. C'est exceptionnel, on dirait Kaamelott. C'est du Kaamelott. Ah bah oui. Mais mec, il y a des trous dans les budgets de 5, 6, 7 milliards. Tout le monde oublie au bout d'une semaine. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est exceptionnel. Et puis alors, les mecs qui sont dans ce conseil, généralement, ils cumulent. Ils sont dans d'autres, tu sais, les mecs, ils font un peu de tout, tu sais. Ils sont dans 3-4 conseils comme ça, etc. Puis ça va, tu vois, ça leur remplit la semaine. Voilà, bon, 2-3 réunions par-ci, par-là. De rien, c'est exceptionnel, tu vois. C'est que eux-mêmes ne sont pas capables de définir. Et c'est parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, ils sont payés pour faire des rapports qu'ils s'envoient à eux-mêmes. Ils sont payés pour faire des rapports que personne ne peut lire. Voilà. Et ils peuvent pas dire ces rapports à quoi ils servent. Ils ont même pas de réponse à ça. Et c'est la bonne petite mafia étatique, mec. Normalement, en fait, si on était un pays censé, un peuple censé, un truc comme ça devrait faire le scandale. Découvrir un truc comme ça devrait mener à une enquête nationale, ça devrait faire la une des journaux, ça devrait être catastrophique. Là, j'ai vu, il me semble que c'est en Serbie. En Serbie, quand je vois les manifestations qu'ils font, ils sont prêts à détruire, ils attaquent les bureaux du gouvernement parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient construit une gare et que la gare s'est effondrée, a tué des personnes. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une histoire de malversation. En gros, la gare ne respectait pas les normes de sécurité et qu'en fait, c'était une question de pot de vin, etc. Pour un truc comme ça, le pays est à feu et à sang. Mais chez nous, des trucs comme ça, mais c'est tous les mardis. Chez nous, les trucs comme ça, si on mettait le pays à feu et à sang pour ça... Mec, il suffit que tu ailles faire un tour à la mairie du village et t'as 10 trucs comme ça. Mais bien sûr, c'est ça qui est incroyable. Et c'est devenu normalisé. Et d'ailleurs, même nous, je veux dire, regardez-vous, nous, on vous en présente toutes les semaines, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Rien. Nous, on pose le message, quoi. J'essaie de vous faire comprendre que c'est incroyable, mais en vrai, c'est fou. Enfin bon, voilà. Donc maintenant, on va essayer je pense que c'est une bonne idée. On vous en présentera un par semaine, voilà. Donc parfait, on n'aura pas de mal. Je pense que de toute façon, on fait 5 minutes de recherche, on en a tranquille pour toute l'année. Et après, ça va pas nous demander énormément de boulot pour mettre ça de côté. Il vous suffit d'aller sur le site de Contribuables Associés. J'en profite pour leur faire un peu de pub vu qu'on utilise souvent leurs actus. Et vous en avez une par semaine de ce type-là. Oui, facile. Bon je vous propose enfin d'accueillir à Laurent Oberton. Allez, est-ce que ça te on l'a convient, fait Baptiste? attendre. Bien sûr. Parfait. Salut Laurent, un grand merci d'être avec nous. Avec plaisir. Ouais, merci, ça fait vraiment très très plaisir que tu sois là. Laurent, je vais essayer de te présenter rapidement et puis tu me corriges si j'oublie. Laurent, à la base, tu es journaliste. Je pense que tu as une formation de journaliste. De journaliste, tu es passé aussi à essayiste, écrivain. Aujourd'hui, tu fais plus du tout de journalisme. Aujourd'hui, tu écris aux éditions Magnus. Et ton dernier né, c'est, je l'ai ici, je vais montrer à la caméra, Guerre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bon?
C'est ça, c'est très bien résumé, ouais, exactement. Je suis venu au monde, public en 2013 avec Orange Mécanique et depuis, j'ai tous les ans à peu près tous les ans un bouquin, pour dire beaucoup de bien de ce pays. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Il faudrait pas qu'un livre de ce type-là se retrouve entre les mains des Serbes, sinon, ça part Ah en cacahuète ouais, là-bas. c'est vrai. Non, mais je pense pas qu'il y ait de quoi écrire, autant sur la C'est Serbie vrai, que sur la c'est France vrai. en même temps. Mais alors on tient à préciser Laurent, notre cher ami Le Guise habitant en Colombie, le livre n'est jamais arrivé. Donc le pauvre, Ah merde. c'est encore ils ont un service public à peu près aussi qualitatif qu'en France. Donc là pour le moment, c'est encore en transition. Donc le pauvre n'a pas pu lire, c'est pas qu'il a pas voulu, c'est qu'il n'a pas pu lire le livre. Donc Oui, j'ai moi essayé de j'ai le lu le trouver livre. en numérique ou en audio, mais il est pas disponible, je crois. Non, Ouais, il devrait en bientôt arriver en numérique, mais il l'est pas encore, ouais. OK. voilà. Donc moi, comme je ne vis pas dans le tiers-monde, j'ai reçu le livre. Et donc du coup, je vais pouvoir en parler. Euh, alors déjà, moi, ce que je veux dire aux gens qui regardent Radio Dixie régulièrement, c'est que pour moi, je le dis, et on en reçoit des gens, donc c'est pas, je fais pas de la lèche ou je sais pas quoi d'habitude. Mais là, je peux vous dire, pour moi, c'est le livre de l'année, vraiment, voire des dernières années. C'est vraiment, et c'est du Radio Dixie dans le texte, mais avec la qualité d'écriture, d'analyse et le pragmatisme de Laurent Berton. Vraiment, je pense que les gens qui nous regardent toutes les semaines, vous allez halluciner parce qu'il y a des passages vraiment, c'est vraiment ce qu'on vous répète tous les jours, mais avec moins de gros mots et plus développé. C'est incroyable. Non, mais vraiment, des fois, j'avais l'impression de m'entendre et ça fait du bien. Et je pense que les gens qui sont sur notre ligne, vous allez adorer. En plus, c'est un livre qui pose des questions, mais qui donne des réponses aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment super intéressant. C'est Le Guise, mais avec un QI de 180 pour la petite Non, blague. mais vraiment, ouais, vraiment c'est fou comment il y a. Tu vas voir, hein, de toute façon, tu vas voir quand si un jour ça arrive chez toi. Mais tu verras que c'est vraiment. Je pense qu'il y a des fois, tu vas halluciner. C'est vraiment. C'est fou, quoi. Parfait. Et donc, Laurent, je vais commencer par un truc. Le livre, au tout début du livre, je pense que c'est même sur les. C'est avant la première page, il y a une citation qui dit tout le jeu de la guerre se joue sur la faiblesse du guerrier. C'est une citation de Jean Giono. Et je pense que ça résume pas mal le livre. C'est-à-dire que là, on va clairement parler de responsabilité personnelle et du fait que on remet la faute en fait dans cette guerre qu'on mène contre. Alors toi, c'est ce que tu nommes la secte dans ce livre que nous généralement on appelle la mafia, que toi tu nommes la secte. C'est donc voilà le système dans sa globalité. On va trouver toujours des coupables et on se remet jamais nous-mêmes en question, surtout, et quand je dis nous les Français. Et en fait, dans cette guerre, voilà, comme tu le dis, comme la citation le dit, en fait, c'est notre faiblesse qui fait la force de l'ennemi. Est-ce que c'est un constat que tu partages, le fait qu'on a toujours tendance à dire c'est la faute des Arabes, c'est la faute de Macron, c'est la faute de machin, et on a rarement tendance à penser que c'est aussi de notre faute, et même nous, quand je dis nous les Français, mais même plus précisément nous la droite, ou nous le côté conservateur. Ah si, non, mais la droite est très forte dans l'art de désigner l'ennemi, de le dépeindre, de le critiquer, de l'attaquer, de tout ce qu'on veut, enfin de lui donner de lui reconnaître une sorte de toute puissance qui est proportionnée à notre impuissance face à ça, et on est vraiment souvent tourné vers ça, vers le méchant, les mecs qui tirent les fils, etc. Avec un aveuglement assez complet de l'opposition qu'on est censé incarner, en disant c'est eux qui, oui effectivement, Macron, Barnier et compagnie, on est tous à peu près d'accord, mais quelle est l'alternative crédible qu'on propose? C'est la question que je pose dans le bouquin, et je sais que beaucoup de mes lecteurs tiquent en lisant ça parce qu'ils savent aussi bien que moi que on a beaucoup de chemin à faire sur ce niveau-là. Une fois qu'on a bien dit du mal du progressisme et qu'on a bien expliqué pourquoi c'était problématique, qu'est-ce qu'on propose concrètement aux jeunes? Quel est le projet de puissance qui vient derrière? Et sans ça, malheureusement, on n'a aucune chance de renverser la table. Est-ce que tu appellerais ça la bataille culturelle, la guerre culturelle? Ouais, culturel et autres, hein, parce que, enfin, pas Et seulement médiatique? culturel, c'est aussi même anthropologique, hein, c'est un combat total sur tous les échelons possibles. Et évidemment, il faut aussi sortir du piège qui consiste à tout miser sur le politique en espérant un miracle,
encore une fois, le miracle, il y aura pas d'offre crédible s'il n'y a pas une demande qui va avec. Donc c'est à nous aussi c'est à nous de bâtir ça, quoi. Tu le dis, à un moment, au tout début, tu dis, tu pensais qu'il suffisait de voter Jordan Bardella, et ben non. Et justement, en fait, dans ce constat, dans ce que tu viens de dire, t'as pas peur, et ça c'est un truc, parce que moi, qui suis dans ce milieu depuis quelques années et qui connais à peu près tout le monde, c'est un truc où c'est vraiment pas tout. Il faut que les gens comprennent qu'il y a très peu de gens de chez nous qui osent s'attaquer à son propre public, parce qu'en fait c'est ce que tu fais, c'est-à-dire que tu dis c'est aussi de notre faute, donc entre guillemets aussi de votre faute en parlant au public, c'est-à-dire en leur expliquant que voter Jordan Bardella ça suffit pas et qu'il va falloir qu'ils fassent du travail sur eux-mêmes. Tu sais que ça ils n'aiment pas l'entendre, il y a une partie du public qui n'aime pas l'entendre. Moi j'ai perdu énormément de gens sur ce genre de choses, tout le monde n'ose pas, donc il y a vraiment, t'as le courage de le faire. Et pour quelqu'un qui vit entre guillemets de la vente des livres, etc., tu vois, on se coupe d'une partie de nos revenus en faisant ça. Tu le sais, par honnêteté, tu le fais par honnêteté intellectuelle. Franchement, c'est assez rare pour le noter, vraiment. Et ça fait du bien de l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre et qui a ton aura, surtout. Bah, je confirme que ouais, c'est un discours qui est difficile à faire passer. Je sens que c'est aussi le moment ou jamais, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'ouverture qu'il y a quelques années. Là, Game Over, effectivement, par exemple, qui était déjà dans cette veine-là, j'ai pas eu le niveau de lecteur que j'avais eu pour des Guérilla, pour des Orange Mécanique, qui étaient des livres vraiment axés sur une critique de situation et qui allait pas dans ce registre des solutions un peu douloureuses. Et je sens quand même qu'il y a un mouvement qui commence à arriver en France. Ça me paraissait vraiment très lointain, le côté on sort un peu du tout étatisme et de la politique, et je sens qu'il y a une porte, il y a une brèche, donc autant y aller à fond. Et de toute façon, encore une fois, je suis convaincu que c'est la seule issue possible. S'il y a une issue, elle est là. Je vais pas jouer de la flûte pour vendre plus de bouquins en continuant à rester dans une zone de confort. Maintenant que j'avais un public, c'est pas le but. Là maintenant, il faut présenter l'addition et il faut essayer d'aller chercher le lecteur. Et ça, c'est très difficile, parce que je sais aussi qu'une grande part de mes lecteurs me consomment un peu comme un bien de divertissement. Le côté, bah oui, c'est un bouquin, c'est sulfureux, c'est machin. Enfin voilà, on est un peu des produits aussi, et j'espère que il y a un petit noyau dur qui va passer au-delà de ça et qui va être accroché et qui, à son tour, pourra incarner quelque chose de sûrement plus efficace ou mieux conçu, et être voilà, force d'entraînement. Mais le point positif, c'est que le fait de faire du divertissement, ça te permet de passer des idées que tu aurais peut-être pas pu passer sans le divertissement, sans ce côté Ouais, sulfureux. bien sûr, ouais, ça il y a effectivement l'enrobage, le travail de séduction, de conception, qui est évidemment très important. Ça, c'est pareil, on a toujours des lecteurs un peu à l'ancienne qui nous disent oui, mais Lucien Rebatté, il écrivait mieux, sans doute, mais il était beaucoup moins lu. Tous ceux qui disent ça aujourd'hui, d'ailleurs, ne le lisent pas souvent intégralement. Enfin, donc moi, j'assume de viser large, de viser, de me battre contre les armes aussi de l'époque, qui sont extrêmement puissantes. C'est difficile d'arracher les cerveaux un peu disponibles à ça, aux forces des vidéos, de l'offre hallucinante culturelle aujourd'hui. Donc il faut qu'elle y trouve son compte. Et si je dois un petit peu la séduire pour qu'elle vienne jusque dans ma toile, je vais pas hésiter. Je te rassure, on nous fait exactement les mêmes remarques sur sur Radio Dixie notamment, où c'est pas que sur le littéraire. Nous, c'est exactement ce qu'on nous dit aussi, en disant, parce que nous, on fait plein de blagues, tu vois bien le ton qu'on a, etc. Dans l'émission. Mais en attendant, en fait, si on arrive à avoir 3000 personnes en live et à faire 100 000 vues sur le replay, sur un podcast de 2 heures qui parle de libéralisme, d'économie, etc., c'est effectivement parce que oui, on n'a pas le ton de... enfin, voilà, évidemment que c'est parce qu'on arrive à mettre du divertissement, etc. C'est le bon équilibre, en tout cas. Et d'ailleurs, pour revenir sur un truc que tu viens de dire, que tu as dit au début, qui est intéressant, où tu dis, voilà, là, c'est plus difficile de toucher le public aujourd'hui là-dessus, etc., que sur La France Orange Mécanique, donc qui était ton premier gros best-seller, qui parlait, je le rappelle au cas où il y en a des gens qui ne connaîtraient pas exactement ce que c'est, mais en gros qui parlait qui chiffrait pour la première fois
les dégâts liés à l'immigration en France, que ce soit sur l'insécurité, sur l'économie, etc. C'était vraiment le livre qui répertoriait, entre guillemets, c'était le dictionnaire de l'immigration en France, aujourd'hui où on en est, un état des lieux. Et moi, j'ai regardé quasiment toutes tes interviews sur ce livre. Et en fait, c'est hallucinant parce que le livre, clairement, Guerre, c'est oui, l'immigration, c'est un gros problème. On en a déjà parlé, mais c'est pas le seul problème et c'est une conséquence d'un problème plus gros. Et à chaque fois, quasiment, enfin, sur beaucoup d'interviews, tu démarres, les mecs commencent par alors, la France en recherche mécanique, finalement, vous aviez raison. Et tu as envie de leur dire, mais putain, mais on dirait qu'ils passent à côté du livre, ils veulent revenir à leur sujet. Tu vois, c'est non, il faut qu'on parle de l'immigration, c'est ça le vrai problème, tu sais. Et finalement, tout le côté dont on vient de parler, sur le combat personnel, etc., le problème du mode de vie, ça, non, il faut revenir à les Arabes quand même, tu vois. Ouais, bah oui, non, mais puis voilà, en plus, c'est un sujet où tout le monde est globalement d'accord. Oui, Je sais pas, plus t'as personne à convaincre. 75% des Français qui pensent que voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a Laurent Fabius en face. Et c'est là, du coup, tu dis, bon, bah, on est majoritaire, c'est super, ça change rien. Donc, comment on fait, quoi? Quels sont les vrais leviers? Et ouais, donc c'est sûr qu'il faut pas avoir un train de retard. Moi, déjà, Orange Mécanique, j'ai toujours eu l'impression d'être. Moi, j'étais vraiment mal à l'aise quand on me comparait à Jean-Marie Le Pen ou à des Raspail, parce qu'ils étaient passés là des années, des décennies même avant. Et le constat, il l'avait déjà. Je l'ai peut-être formulé un peu différemment, un peu chiffré. T'es le premier à arriver avec des preuves chiffrées, etc. En fait, c'était très voilà, c'est peut-être ça. Mais eux, ils avaient vraiment, en tout cas, ils avaient la lucidité pour avoir tout vu et déjà avoir tout Jean-Marie dit. Le Pen, dans les années 80, il dit un jour, il y aura des extrémistes musulmans qui décapiteront des gens dans la rue. Il dit ça en 84, je crois. Donc le mec, Ah ouais, non mais il est quand même. Enfin voilà, à un moment, on peut lui. C'est pas, il est pas médium, tu vois. Donc c'est quand même qu'il avait vu le truc venir. Pendant des années, tout le monde, normalement, si les choses tournent bien, tout le monde le résumera à il avait raison et on aurait dû l'écouter. Et ça, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, dans la désignation un petit peu des coupables, il y a aussi un truc que tu expliques qui est aussi au début du livre. C'est il n'y a pas de complot, il n'y a pas un dirigeant méchant, il n'y a pas donc que ce soit, alors pour certains c'est le complot juif, pour d'autres c'est Soros machin, pour d'autres c'est les reptiliens carrément, les hommes verts, enfin il y a à peu près tout qui est possible et inimaginable. Et en fait tu l'expliques, le système c'est un système qui s'auto-alimente de lui-même, c'est le système il existe par lui-même et en fait il est composé de plein de gens qui en fait se nourrissent du système et nourrissent le système partout. Et en fait, est-ce que justement, tu penses pas que les gens qui cherchent comme ça absolument à dire non, il y a un truc au-dessus, il y a une valeur, il y a un grand méchant, est-ce que c'est pas un peu la facilité et justement une façon de se déresponsabiliser? Parce qu'en fait, s'il y a une puissance supérieure, qu'elle soit juif, Illuminati, reptilien, etc., qui dirige tout, bah, finalement, en fait, ça sert à rien que je fasse un travail sur moi-même, puisque de toute façon, ils sont plus forts. Ouais, ce délire de truc tout puissant est vraiment génial pour, encore une fois, les mecs qui sont totalement impuissants et qui peuvent, je sais pas, en quelques mois de réseaux sociaux, dire non mais moi j'ai compris le monde. Et c'est vachement pratique au repas de famille où, ça tranquillise. On se dit, ça y est, moi j'ai tout compris, les autres sont des cons, ils se font posséder ou alors c'est des suceurs de machin ou ils sont à la botte de je sais pas qui. Et c'est vraiment, intellectuellement, c'est extrêmement reposant. Et en plus, on constate que ceux qui savent incarner cette offre sont plutôt bien payés. Ils ont énormément de suiveurs, ça fonctionne. Des types qui aveuglément sont prêts à. Alors la secte, ils aiment pas ça, donc ils vont en trouver une autre. Mais en fait, ils vont reproduire exactement le même schéma de pensée, c'est-à-dire le moins de réflexion possible, aucune remise en cause de soi et ils sont radicalement bornés. Donc, c'est très confortable, c'est comme un marxiste qui déteste les riches, un autre qui va se dire rien n'est de ma faute, c'est de la faute des riches. Rien n'est de ma faute, c'est de la faute des reptiliens. Et en plus, alors politiquement, stratégiquement, c'est tentant parce qu'on se dit il vaut mieux avoir des fanatiques parce que les fanatiques, ils vont jusqu'au bout, ils font ce qu'on leur demande, ils ont aucun recul et c'est des bons soldats. Et voilà, moi c'est un pari que j'ai pas fait et j'ai sûrement perdu du monde aussi parce que il faut bien reconnaître que devant ce bordel ambiant, devant l'absurdité incroyable de cette machine et de la marche du monde, on est tenté par essayer de trouver des explications comme ça un peu irrationnelles. Et en même temps, les médias nous ont tellement menti, le mensonge est tellement omniprésent
que une absurdité, parfois, on prend l'absurdité qui nous semble la moins grande à tel moment, en tout cas qui nous semble un peu sulfureuse ou anti-système, et ça nous va. Mais non, ça c'est pareil, c'est un piège qu'il faut éviter à tout prix aussi. Alors que la réalité, elle est en face de nous. Qui est-ce qui vous prend 50% de votre richesse? Qui est-ce qui vous impose des réglementations dans tous les sens, qui contrôle votre vie? C'est évidemment la secte, l'État, comme tu l'appelles. Ouais, voilà, bien sûr. Et j'explique bien ce concept de secte pour bien montrer que c'est pas justement au sens littéral le gourou, machin, et tous les autres et qui font leur réunion secrète pour nous emmerder. C'est que chacun vraiment va y trouver son intérêt. On a vu je sais plus l'acronyme tout à l'heure, le CJP, le SGEG ou je sais pas quoi là, un truc de gens qu'on connaît pas et qui vont palper du pognon, qui vont avoir un statut et qui vont se recaser entre eux. Ouais. Et ça, c'est comme ça à l'infini. Donc, tant qu'il y a ça, tant qu'il y a ces intérêts très, très pragmatiques de pouvoir, de supériorité morale ou d'argent, il y aura des clients. Et ce que tu expliques, c'est que en fait, cette secte, elle touche tout le monde, y compris ce que tu appelles les hérétiques, donc c'est nous, entre guillemets, nous, notre public, les gens qui, entre guillemets, ne veulent pas de la secte, mais qui, soit par lâcheté, soit par impuissance, sont touchés quand même. Il y a par exemple une citation qui est intéressante. Tu dis te rends-tu compte qu'à cause d'elle, donc qu'à cause d'elle, la secte, tu as un avis sur les bloqueurs de puberté, tu as vu Hidalgo nager dans la Seine, un Schtroumpf lubrique chanter devant une scène de travesti. Et donc c'est ça en fait, c'est rien que le fait d'en parler, d'avoir un avis là-dessus, de se demander s'il est transgenre, c'est ceci, cela, en fait on a déjà été contaminé par la secte. Et donc moi la question que j'ai envie de te demander, c'est est-ce qu'on est trop impliqué dans la secte quand on réagit aux infos, etc. Est-ce qu'en réagissant, on joue le jeu de la secte? L'exemple que j'avais pris, moi, à l'époque, j'avais dit, quand Sandrine Rousseau sortait des débilités, par exemple, elle disait, oui, manger de la viande, c'est machiste. Il y avait, dans mon feed, je me retrouvais avec des milliers et des milliers de réactions à ça, et je me disais, mais ça mérite pas tout ça. Enfin, vous pouvez pas juste vous en branler, parce qu'elle dit une ânerie, et en fait, vous la faites exister en réagissant. Est-ce que tu penses qu'on réagit trop, ou au contraire, il faut quand même réagir parce qu'il faut pas laisser faire? Le problème, oui, c'est que c'est une forme de viol mental, cette secte, c'est qu'elle est partout, elle est là tout le temps, et c'est quasiment impossible, à moins vraiment de vivre, je sais pas, en communauté. Il faudrait voir un peu ce que les Amish, comment ils se débrouillent, pour vraiment échapper complètement à tous ces débats débiles qu'elle fabrique, parce que, je sais pas, moi ici, pourtant un village très reculé, mais si je vais chez la boulangère, machin, j'entendrai parler de certains trucs aberrants qui n'auraient jamais dû être là. Et à partir de là, on se dit, soit on leur laisse, on leur abandonne le délire, on les laisse se débrouiller avec, ou soit on essaie de le combattre, et c'est pas facile de savoir quelle est la bonne marche à suivre. Je pense que il y a quand même un des trucs intéressants, c'est que la secte va tellement loin dans son délire, parce que les activistes, eux, ils ont que ça à foutre et ils font leur compétition entre eux. Ils vont tellement loin que le citoyen, à peu près normal, moyen, il n'arrive pas à suivre. Et quand il voit passer des trucs, des délires à cheveux bleus et des 58e genres et tout ça, il a un petit temps de recul. Et il y en a de plus en plus qui n'attendent que le mouvement du banc de sardines pour tout pouvoir dire en chœur, en fait, on s'en fout, votre monde ne nous intéresse pas, on vous emmerde, on est offensant, et ça fera beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et on sent un peu ce point de bascule, ce que vous disiez avec les États-Unis tout à l'heure. Il y a un peu cette logique de dire maintenant, les mecs assument complètement. Et c'est terrible parce que la secte, ça se larme, c'est ce chantage moral, cette emprise qu'elle a sur les âmes. Et si vous lui dites, en fait, je m'en fous, ça m'intéresse pas, et qu'il y a plus cette emprise, et tout s'effondre. C'est vraiment, c'est l'anneau de pouvoir qu'on a jeté dans la montagne du destin. Et qu'est-ce que tu penses de justement cette secte qui a tous les moyens de propagande grâce à l'extorsion qu'elle fait au peuple? L'école, l'université, elle finance les médias, elle finance la culture, et donc elle peut propager son poison marxiste à travers tout ça avec l'argent du peuple. Ah mais c'est vraiment fabuleux, quand on prend 2 secondes de réflexion, de se dire: on a tous les esclaves qui sont en train de bosser pour une machine qui leur explique que l'esclavage c'est bien et qu'il en faut encore plus. Et c'est vrai que non, mais ça c'est vraiment fou, et on n'était pas du tout dans cette prise de conscience il y a encore quelques mois, quelques années.
Et j'ai l'impression quand même à grande vitesse que ça se propage, que là les mecs se disent ah ouais d'accord, mais les impôts, enfin comment c'est possible qu'ils soient raides, ils s'endettent à ce point-là, qu'ils balancent autant de pognon et il y a un choc de réalité quand même qui arrive. Et encore une fois, le système, il a cette faiblesse qu'il a pas d'intelligence propre et il essaie lui de grossir, d'aller plus loin, de bouffer. C'est le gros Jabba là qui bouffe et il peut pas s'arrêter lui. On voit bien tous les ministres qui disent non mais les crédits de la culture c'est essentiel. Le SGIP là je sais pas quoi il faut le garder absolument. Il faut même lui donner plus de crédits. Et ils vont tous se battre comme ça pour défendre leur petit bout de gras. Et c'est ça qui peut aussi lui coûter la vie parce que le cancer au bout d'un moment il est trop gourmand et une fois que l'autre est mort il y a plus rien à bouffer. Alors Justement, malheureusement, on en fera tous les frais, quoi. Justement, à un moment, tu parles vraiment au niveau de ça, du financement des impôts, etc. Il y a une espèce de double responsabilité. Je voudrais citer 2 passages. Le premier, c'est « Oh non, se dit Marie-Célestine, 37 ans, ma carrière, mon utérus, mon bilan carbone. Pendant ce temps-là, Madame Cas Social a déjà 8 marmots à demi finis, d'autant de pères différents. Ça ne fait rien, on les placera, ils voteront à gauche. Marie-Célestine sera leur marraine fiscale. » Et ça, c'est vrai, je vais citer un autre passage après, mais c'est ça. En fait, il y a la double, c'est-à-dire celui qui vit de l'État, et donc qui collabore parce qu'il a besoin de l'État pour vivre, et celui que l'État vit de lui, mais qui collabore parce que, entre guillemets, être un esclave qui ramasse la canne à sucre, c'est toujours, tu prends toujours moins de coups de fouet qu'être l'esclave qui refuse de ramasser la canne à sucre. Donc, il y a cette double collaboration, et en fait, finalement, que ce soit Marie-Célestine, c'est la faute du cas social, entre guillemets, si l'État va mal, et puis pour le cas social, c'est la faute de Marie-Célestine parce qu'elle fait pas assez pour lui si l'État va mal. En fait, c'est vraiment, il y a cette double, comment on dit, merde, j'ai oublié le nom français, culpabilité, tu vois. Et à un moment, tu dis, eh bien, moi, je prétends que quiconque paye parce que tu parles du fait qu'on finance le salaire de Léa Salamé, notamment, etc. Donc, là, c'est plutôt de Marie-Célestine dont tu parles. Et tu dis, eh bien, moi, je prétends que quiconque paye le salaire de Léa Salamé ne le veut pas, le fait quand même, car tu comprends, c'est compliqué, est un fameux esclave. Et rares sont ceux qui ont ne serait-ce que réfléchi à un moyen de ne pas payer le salaire de Léa Salamé. Style, travail au noir, pas de banque, ni d'adresse, aucun achat officiel, etc. En général, ces gens moyennement chaleureux habitent un cabanon isolé avec des armes non déclarées. Là, tu pointes un vrai truc, c'est-à-dire que la collaboration au système, elle est pas obligatoire, mais elle demande de se poser la question, elle demande un sacrifice, etc., dont les gens ne veulent pas. C'est-à-dire que ceux qui subissent le système, pas ceux qui vivent du système, mais ceux qui le financent, ils sont prêts à continuer à le financer parce que arrêter de le financer, c'est finalement rentrer en guerre, comme c'est tout le principe du livre, et ils sont pas prêts pour la guerre. Ouais, ils ont trop à perdre. Ils ont tellement investi dans leur carrière, leur petite place, leur truc. On a tous, le groupe social, le machin. Enfin, ils ont des tas de plus ou moins bonnes ou mauvaises raisons pour continuer en fait. Et souvent, j'ai des lecteurs comme ça qui vont critiquer les flics en disant ouais mais les flics c'est les tapins du système, etc. Et puis ceux-là aussi et ceux-là encore plus. Mais en réalité, on l'est tous. Et c'est ce qui fait la force du truc. C'est que s'il y avait juste une petite catégorie bien définie de Marie-Célestine, ça irait très bien. Mais la réalité, c'est que non. C'est que, enfin moi, je pense que mes bouquins ont rapporté plus à l'État français qu'à moi-même. Et ça, c'est quand même, ça fait partie de la tragédie. C'est que j'ai largement contribué à ça. Et je continue de le faire. Est-ce que là, il n'y a pas, justement, parce que nous, je sais pas si tu connais notre point de vue là-dessus, mais nous, pour nous, c'est ce que tu dis, voilà. Nous, en tout cas, si on avait été à ta place, entre guillemets, on n'aurait jamais publié les livres en France. Tu vois, on n'aurait jamais fait une maison d'édition. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des moyens quand même de le faire depuis l'étranger, depuis des pays soit avec des gouvernements meilleurs, soit qui prennent beaucoup moins d'impôts, et de publier quand même les livres en France. Est-ce que c'est pas une solution aussi de dire il faut s'exiler parce que sur place c'est impossible de ne pas collaborer, tu l'as dit toi-même. Alors c'est ça. Après tu prends le maquis, donc fatalement tu vas. Enfin moi, si par exemple je m'imagine demain je publie mes bouquins comme ça, je vais perdre une très grande part de ma visibilité. Je vais disparaître des librairies et des médias traditionnels et des machins et des médias traditionnels enfin voilà donc un peu du paysage
Alors je sais bien qu'il y aura toujours un public, il y aura toujours le marché noir du livre et ça circulera même des Non, mais idées. pourquoi? Parce que tu peux très bien être juste une maison d'édition étrangère et publier en France, c'est pas interdit. Ah oui, c'est sûr, ça devrait pouvoir se faire, mais bon, je pense qu'il y a pas mal de choses enfin, de dispositifs très encombrants qui vont veiller à me En compliquer fait, ce qui va se énormément la vie. passer, C'est évident, ouais. c'est Laurent Oberton qui passe, sur un média traditionnel, un agent du fisc qui va aller regarder son dossier. «Ah tiens, pourquoi est-ce qu'il a rien déclaré cette Bon année?» après, Laurent Berton, alors ça qu'il vit fait en un France. moment qu'on le voit plus sur les médias traditionnels quand même, hein. Je veux pas Non, pas faire genre, traditionnel, mais mais Ouais, avec tous les jours avec un qu'il a invité chez Europe 1 ou et quelques fois cetera, tout de même quoi. encore. Non, Quelques fois c'était avant encore. ça. Maintenant, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Laurent, mais aujourd'hui, on te voit plus beaucoup sur les médias, Ouais, alors bah tu vas voir un CNews ou quelque chose comme ça Ouais. assez régulièrement, faut reconnaître, mais le reste du paysage, non, c'est considérablement réduit depuis. C'était pas vraiment Orange Mécanique, c'était la France Big Brother qui a fait très très mal. Et bah, forcément, Bah, parce que c'était ça parlait de forcément l'État. voilà la critique, l'État, les médias, la machine. Ouais, C'était oui. déjà un pavé anti-sectaire. J'avais pas donné ce nom-là, mais c'était la même chose. Et ça, oui, ça non, il fallait pas le faire. Ça, Ah si bah, on voulait. mais d'ailleurs, tu vois, c'est quand même très c'est absolument, ça image parfaitement. C'est-à-dire que tu as sorti un livre sur l'immigration qui était pourtant un thème très compliqué. Tu t'es pris une vague de merde, et cetera, mais tu as aussi eu les gens qui t'ont suivi de ça et c'est pas ça finalement qui t'a condamné. C'est pas ce livre où tu dis c'est voilà ce que les immigrés font et tout. C'est le livre où tu dis voilà ce que l'État et les médias font et c'est ça qui t'a condamné. Comme quoi, il y a quand même des sujets qui sont plus dangereux que d'autres. Dès que tu commences à nommer la secte, ça y est, à ce moment-là, dire du Ouais, Black Hazard, ouais, ça passe encore. Mais dès que ah tu ouais, non, commences à nommer la secte, là, non. Là, par contre, et la profession journalistique avait ce sentiment de s'en prendre un énorme coup et de se retrouver quand même un peu dévoilé dans sa vilainie parce que ce sont des gens très fiers, ils pensent qu'ils sont là, ils rééduquent le monde, ils sont très au-dessus du lot, voilà, ils sont là pour apprendre aux gueux comment bien se tenir. Et d'un coup, de comprendre qu'en réalité, ils ont des intérêts bien plus vils, des motivations plus banales, et ils se baignent dans cette espèce de vertu de façade et font tout en ce nom-là, ça leur a pas du tout plu, ouais. Donc, mais bon, c'est autant j'ai dû perdre complètement la profession, autant j'ai gagné d'autres lecteurs qui étaient bien plus dans des réflexions bien plus approfondies à partir de ce livre-là. mais moi, je t'ai connu avec ce livre-là. C'est-à-dire que Ah ouais, j'ai bah, entendu parler de la France Orange Mécanique, mais je l'avais pas lu à l'époque. ouais. Un peu parce que j'étais déjà dans le milieu politique et je me disais, oui, bon, c'est sûrement des choses que je sais déjà, ce qui n'était pas le cas hein, finalement, parce qu'il y avait quand même le fait que ce soit chiffré statistique, mais un peu sur la réflexion que tu as fait, du style, bon, bah, Le Pen le disait déjà, tu vois, genre, c'est peut-être pas ça s'adresse à moi. Tandis que la France Big Brother, je me suis dit, putain, ça, quand je l'ai lu, il n'y avait rien de comparable à ce moment-là, pour le coup. Là, qui dénonçait vraiment à ce point la machine, en fait, qui disait clairement, la France est une dictature, molle certes, mais elle a tous les codes d'une dictature. Là, personne ne le disait encore à l'époque, même dans la dissidence. Et ouais, ce bouquin, en plus, c'est un peu le précurseur de Guerre parce que c'est à partir de là que j'ai eu ce lectorat un peu plus formé. Et en plus, ce livre, j'avais écrit avant de lire les Jouvenel, les Hope, les Libertariens. Enfin, et c'était vraiment écrit un peu à l'instinct. Et c'est pour ça qu'après, je me suis beaucoup retrouvé dans certains auteurs de ce courant et que j'ai voulu continuer. La brèche était ouverte et surtout, j'ai senti une évolution, y compris dans le milieu de la droite française, qui pourtant était quand même assez ultra étatiste, arc-bouté là-dessus. J'ai senti une évolution autour de ce sujet, donc je me suis dit il faut essayer de l'accompagner, quoi. Je vais parler justement de cette partie un petit peu rapidement. J'ai encore 3 questions. Après, je laisserai le Guise développer les sujets que tu as développés. Il y a un moment, il y a une phrase toute simple qui dit moins les libéraux sont libéraux, plus ils sont accusés de l'être. Et c'est un peu ce que tu viens de dire, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que, et notamment même à droite, les gens sont extrêmement étatistes, extrêmement socialistes. Est-ce que tu penses, comme nous, c'est une chose qu'on a développée sur Radio Ici plusieurs fois, est-ce que tu penses qu'en France, globalement, tout le monde est socialiste finalement économiquement? Non, mais Oui, économiquement, oui. tout le monde est Ouais. socialiste. Bah là, dans l'offre politique actuelle, c'est clair que tout le monde y est encore. Et dans la façon, oui, la mentalité profonde du pays,
on voit que ça transparaît toujours. Enfin, c'est un peu ambigu parce que le français, comme d'habitude, va gueuler en disant ils nous prennent tout, machin, les impôts, ils nous emmerdent. Et ce sera le premier à être très content quand l'État va dire il y avait un problème, machin, vous inquiétez pas, on va mettre de l'argent, on va créer une commission. Ah bon, bah ça va, il s'en occupe. Et en fait, il y a cette dissociation qui est toujours assez frappante, c'est que le français se rend pas bien compte que l'État, l'argent de l'État, c'est le sien et que voilà, il en a de moins en moins, il en prendra de plus en plus, que notre épargne ne nous appartient plus du tout. J'espère qu'il commence à le comprendre, parce que s'il le comprend pas maintenant, je pense qu'il le comprendra jamais. Mais ouais, qui serait temps de réagir parce que là. Je trouve que Laurent, il a un côté avec beaucoup plus positif, avec beaucoup plus d'espoir que nous à ce niveau-là. Ah bah oui, mais non, mais parce que c'est vrai qu'il y a un changement, il faut le noter. Il a raison dans le sens que regarde la preuve, tu le vois sur notre émission, nous, le nombre de personnes qui nous écrivent en disant avant pour moi il y avait la Sainte Sécurité sociale, etc. Et aujourd'hui je me rends compte qu'il y a des choses possibles. Donc il y a aussi une offre, les livres de Laurent qui font des cartons. Il y a plusieurs, tu vois ce que je veux dire, il y a plusieurs choses qui commencent à nourrir. Les émissions de Charles Gave, je sais que tu as été invité par Charles Gave récemment, Laurent, qui marchent, etc. Il commence à y avoir des voix. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'offre pour ces gens-là. C'est que les gens, ils ne font pas leur pensée tout seuls. Il faut leur offrir quelque chose. Quand on a eu le débat sur les retraites en France récemment, c'était l'année dernière, il me semble, ou il y a 2 ans, le débat sur les retraites récemment, de l'extrême gauche à l'extrême droite, on parlait de à quel âge il faut partir à la retraite. Personne n'a ne serait-ce que prononcé sur aucune émission la retraite par capitalisation. C'est-à-dire, c'est un concept on a fait comme si ça n'existait pas. Il y a même pas. Donc pour les gens, ça n'existe pas. Mais en plus, c'est même pas un concept, c'est la nature des choses. Oui, mais je veux dire, pour les gens, ça n'existe pas. Donc en fait, les gens, même s'ils commencent à se dire, ouais, bon, les retraites, ça me convient pas, s'il y a personne pour leur dire, attendez, en fait, il y a pas que ça, il y a aussi ça qui existe, ça ne viendra jamais. Mais on en revient à la même chose, mec, parce que cette mafia, elle détient tous les moyens de communication et elle a de l'argent illimité à mettre dans ses moyens de communication. Moi, le jeune qui a fait sa maternelle, sa primaire, son université, qui ensuite écoute les médias français, qui ensuite va voir les films financés par le CNC, il a que ce message qui lui est envoyé dans la gueule. Il est jamais exposé à nos idées. Oui, mais le truc, c'est qu'il a ce message, y compris venant de la dissidence. C'est là que pour moi, se pose le problème. C'est que celui qui va faire l'effort de se dire l'hérétique, comme Laurent le nomme dans le truc, c'est-à-dire celui qui fait l'effort de se détourner de la secte, il se détourne de la secte, mais il faut bien qu'il regarde quelque part. Tu peux pas demander à un jeune de 16 ans de s'auto-former politiquement, et même à un adulte. Donc, il faut bien qu'il pose ses yeux quelque part. Et il n'y a rien, en fait. Il y a nulle part. On avait fait le calcul à l'époque des programmes Laurent, à l'époque où c'était les présidentielles, la différence de dépenses publiques entre le programme d'Éric Zemmour, qui est le plus libéral, hein, entre guillemets, il faut vraiment le dire vite, et Jean-Luc Mélenchon, c'était 2%. Il y a 2% de dépenses publiques de différence. Donc en fait, il y avait aucun candidat qui voulait réduire les dépenses publiques, à part Zemmour, qui voulait les réduire de 2% sur 60 et quelques pourcents qu'on a déjà. Après, c'est toujours pareil. S'il y a une sorte de marché politique, il y aura forcément un type qui va arriver. Alors, je sais pas d'où il sortira et s'il sera bon ou quoi, mais je sais pas, à la Milei ou quelqu'un comme ça, qui va se saisir de ça, qui va réussir à trouver le discours percutant, qui va vraiment faire passer tous les autres pour ce qu'ils sont, des socialistes complètement largués qui sont toujours dans le même dans le même bourbier et qui va incarner quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment révolutionnaire au sens propre du terme. C'est possible, mais moi, comme c'est pas moi, comme je connais pas ce gars-là, je me dis qu'il faut essayer de lui préparer le terrain, de travailler à ça, de préparer surtout les esprits. À ce qu'on leur dise alors non mais la sécu vous avez pas compris, ces systèmes archi déresponsabilisants qui sont vraiment les pires fléaux possibles, donc ce sont des choses qu'il faut vraiment déjà détruire en amont, en tout cas pour ceux qui pourront être les élites de demain. C'est la guerre culturelle et médiatique dont on parlait tout à l'heure et que Milei a fait pendant 10 ans avant d'enfin arriver. On a du mal à lutter parce qu'il y a une espèce de réflexe pavlovien, vraiment. Et même au sein de... Nous, on le ressent au sein de notre communauté qui est pourtant censée être déjà la plus éveillée sur le sujet puisqu'on leur en parle toutes les semaines. Mais par exemple, je vais te donner un exemple. Il y a, je ne sais plus combien d'épisodes, on a parlé du camion Tesla, le Cybertruck Tesla, là, qui a été interdit en France. Pourquoi ? Parce que les angles sont trop pointus. Les angles de la carrosserie sont trop pointus. Donc il est interdit à la vente en France. On a dit ça en disant que c'était incroyable. Et je t'assure, tu aurais vu nos commentaires.
il y avait une part non négligeable de personnes, une grosse part, qui disaient en même temps, les gars, si c'est pointu, c'est dangereux, c'est sûr, imagine, tu te fais. Donc en fait, pour les gens, tu vois, il y a un côté, parce que là, on parle même plus d'économie et tout, on parle de manière générale, les législations, etc. Comme quand moi, tu sais qu'un de mes sujets de prédilection, enfin, tu sais pas peut-être, mais un de mes sujets de prédilection, c'est le droit aux armes, etc., la détention d'armes, etc. Sur ce sujet-là, il y a un réflexe pavlovien allergique de non, c'est dangereux, ils ont raison, même au sein même de la communauté la plus dissidente, entre guillemets. Donc c'est dur de lutter contre, en fait, 80 ans de lavage de cerveau. C'est plus facile. J'ai l'impression que ça a été moi j'ai connu la transition. Alors, je suis jeune, j'ai 30 ans, mais j'ai commencé à militer. À l'époque, c'était impossible de parler d'immigration, entre guillemets, enfin de grand remplacement, tout ça. Et j'ai l'impression que ça a été plus facile de faire rendre compte ça aux gens parce que ils avaient qu'à regarder devant eux, entre guillemets, et finalement de faire admettre ces choses-là qui étaient inadmissibles, que d'arriver à faire comprendre aux gens. Vous devez reprendre des responsabilités personnelles, l'État n'a pas à vous torcher le cul. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment le message impossible. Ah mais ouais, c'est sûr. Et enfin, c'est plus facile d'avoir un public, même d'avoir des médias sur l'insécurité de l'immigration, que ce genre de thématique. Les armes à feu, moi aussi, enfin, j'ai déjà essayé de sonder un peu mon lectorat, passer quelques messages. Ils sont pas insensibles, c'est subtil dans le livre. C'est subtil dans le livre, mais il y a pas mal de petits trucs où je me dis Laurent, si tu débarques chez lui la nuit, il va se passer des trucs. Non, mais enfin, ça paraît, à partir du moment où les gars qui ont le mandat de te protéger assument ne pas le faire. J'entendais le garde des Sceaux l'autre jour t'expliquer, non, désolé, on a vraiment, il y a 80 000 détenus et 60 000 places, mais on va pas en construire plus parce qu'on n'y arrive pas. Et du coup, démerdez-vous. Et à partir du moment où les mecs reconnaissent qu'ils sont en faillite, que les OQTF, on peut pas les appliquer, machin, si tu continues à les attendre et à faire le 17 et à penser que ça va te sauver dans tous les cas, tu te livres, parce que les seuls qui ont les armes, finalement, c'est ceux qui se foutent de la loi. Et ceux-là, ils se sont jamais privés d'en avoir. Donc, en l'expliquant comme ça, normalement, certains types de bonne volonté vont comprendre, mais en disant, mais tu te rends compte si tout le monde est armé. Et je dis, moi, oui, par exemple, j'ai des armes, je sais pas, j'ai jamais tiré sur ma boulangère parce que le pain était trop cuit, on peut se comporter normalement, être responsable. C'est ce que je leur dis, tout le monde a des couteaux chez soi, parce que les gens, ils me disent, si tout le monde est armé, demain, entre voisins, ils vont s'embrouiller, ils vont se tirer dessus. Je dis, mais tout le monde a des couteaux chez soi, et les voisins, ils se poignardent pas dans la rue dès qu'ils ont un problème, c'est complètement... Plus les gens sont armés, plus ils se respectent. Et justement, c'est ça, tu réfléchis peut-être à 2 fois avant de provoquer quelqu'un ou de faire une connerie, c'est sûr. Tu as le sens des responsabilités maximales. Et moi, c'est ce que j'ai toujours prôné, chacun est responsable de lui, de son destin, de ses actes. Mais en France, c'est vraiment l'effet inverse. On fait absolument tout pour que le type qui est déjà complètement sous-socialisé, qui est extrêmement limite, lui expliquer qu'en fait, ce qu'il fait, ça n'a aucune incidence, c'est pas grave, on va le prendre en charge, on va s'en occuper, on va vraiment le déposséder complètement de sa responsabilité. C'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est pour ça que la réponse pénale, si elle existe, elle doit être extrêmement forte. Sinon, il faut laisser faire les citoyens libres. Et la réalité, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de beaucoup de Français en fait qui perdent leur humanité parce qu'ils ne prennent plus aucune décision. Tout est décidé par l'État sur une grande partie de leur vie. Ils perdent leur capacité au libre arbitre. À partir du moment où tu prends plus de choix, tu es juste un robot qui suit les règles. Et quand tu dis qu'ils sont en faillite et qu'ils ne peuvent pas assurer ta sécurité, ça ne les empêche pas d'avoir 94% des dépenses publiques qui sont pour des choses qui n'ont rien à voir avec le régalien. Et en plus, comme le dit très bien Baptiste dans les émissions Radio Dixie, c'est que de manière absolue, il faudrait un État totalitaire qui ait des forces armées, des caméras partout, si tu veux vraiment qu'ils te défendent quand quelqu'un rentre chez toi. C'est ce que les gens demandent. C'est ce que les gens demandent d'ailleurs. Et les droitards les premiers. C'est que c'est d'ailleurs pour ça, je pense que c'est d'ailleurs pour ça en fait, que d'ailleurs l'insécurité c'est un bras de levier du gouvernement. Ils s'en servent très bien comme ils veulent parce qu'en fait l'insécurité fait que les gens réclament plus de pouvoir. Les gens demandent encore plus d'État. Ouais, ça c'est le réflexe pavlovien dont je parlais. C'est le pire piège, effectivement. C'est toujours la vidéosurveillance, les machins, les pognons, des flics partout. Et tu dis, oui, mais alors pourquoi tu mets des flics partout, des caméras partout, si derrière le mec, de toute façon, il ressort avec son bracelet ou son stage ou son je sais pas quoi.
Tu l'as sont dit, hein, tu piges. le dis dans le livre, les Ouais. flics partout, c'est pour flasher 53 km/h au lieu de 50. Tu le dis, c'est l'exemple Voilà. que tu cites dans le Et livre. puis le vrai danger pour le pouvoir, on sait très bien que c'est les peuples constitués, justement la majorité contribuable qui paye ses impôts, qui est docile. Et c'est vraiment après celle-là qu'on en a. Ce sont eux qui font tenir la machine. Mais les autres, ils sont pas du tout gênants. Au contraire, ça, effectivement, ce sentiment d'insécurité va renforcer les prérogatives de l'État. Et alors, moi, j'ai l'impression que les Français ont ce sentiment de liberté parce que tu as cette phrase qui est vraiment très importante et qui est un peu ta signature, c'est que quand tu parles du genre de Français qu'il faut, à chaque fois tu dis il faut des hommes forts et des hommes libres. À chaque fois tu le dis, il faut des hommes libres pour constituer une génération d'hommes libres et forts. Tu mets à chaque fois ce côté libre et donc voilà, on venait à expliquer, je pense que les gens ont compris ce que tu veux dire par là, par libre, par ce sentiment de liberté, donc de responsabilité, etc. C'est vraiment très important, tu mets à chaque fois et moi j'ai l'impression que les Français ils ont cette liberté dans leur ADN et qu'ils l'ont complètement perdu. Et tu as un exemple qui, moi, me parle beaucoup parce que je suis passionné de chasse, de nature sauvage, c'est l'exemple du sanglier. Dans ce livre, tu prends l'exemple du sanglier, tu dis un sanglier que tu mets en captivité, en 1 ou 2 générations, c'est terminé, c'est un cochon domestique. Et c'est vrai, il faut savoir que ça, c'est pas une image, hein, c'est pas une métaphore, c'est une réalité génétique. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Il faut savoir qu'ils ont une capacité d'adaptation générationnelle qui est une des plus rapides de la nature. Si vous prenez un cochon domestique, vous le lâchez dans la nature, en seulement une génération, ils vont commencer à avoir des poils hirsutes qui ressemblent à un sanglier, etc. En 2-3 générations, c'est ce qu'on appelle un cochon sauvage, ça ressemble plus du tout au cochon qu'on connaît. Et inversement, c'est le cas aussi. C'est-à-dire qu'en quelques générations, ils vont perdre leur truc, ils vont avoir les oreilles qui vont s'arrondir, ils vont avoir des caractéristiques de cochon domestique. Donc en fait, j'ai l'impression que quand tu prends cet exemple du sanglier, etc., moi je le vois, on le voit sur TikTok, et tu parles d'ailleurs de l'inaction un petit peu des militants réseaux sociaux, ceux qui juste insultent et glorifient des choses sur les réseaux sociaux mais font rien dans notre vie de tous les jours. J'ai l'impression qu'il y a une partie de notre auditoire ou de ton lectorat, etc., qui est assis sur le passé français, tu vois, en mode on a été les plus forts, la France, etc. Et qui a oublié qu'en fait, oui, mais le sanglier le plus balèze, une fois domestiqué, ça reste qu'un cochon qui est bon pour le bacon, quoi. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas arrêter un petit peu de se branler justement sur. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment notre camp. Tu vois, tu le vois, moi, tous les jours, j'en ai marre de voir les TikTok, des croisés, des chevaliers, les machins. Ouais, c'est bien gentil, mais enfin, quand je me balade en France, j'en vois aucun, tu vois, des croisés, des chevaliers. Donc, au bout d'un moment, tu vois, ça me saoule limite parce que c'est pire. Et est-ce qu'il ne faut pas arrêter un peu de se branler là-dessus et justement se demander comment on peut être digne de ça plutôt que de juste se dire bah c'est bon, on a existé, tu vois, ça Ouais, suffit. bah Quoi. oui. Non, mais il y a ce qu'on disait, il y a aussi le problème qu'on ait cette offre de divertissement, en disant effectivement les machins, les croisades, les trucs, tout ça, alors qu'on est une génération qui a jamais connu la guerre, ce qui est assez exceptionnel, ce qui n'a pas dû arriver souvent, qui est dans un état de confort. Enfin, c'est des conditions d'élevage optimales. On a le divertissement, on a le confort, on a tous les services possibles. Donc forcément, c'est très difficile de pas devenir une sorte de cochon qui attend vraiment la fin. On est la vie entière qui est régie du matin au soir par l'État, la naissance immatriculée en captivité, machin, bientôt l'euthanasie organisée. Enfin, tout de bout en bout est pris en charge, l'éducation, la bouffe, ce qu'on peut faire, penser, etc. Donc oui, c'est bien joli de rêver à des trucs qui n'existent plus, mais la virilité commence maintenant, justement, dans le fait d'admettre qu'on fait partie complètement de cette industrie du parc humain et qu'on ne fait pas grand-chose pour en briser les barrières ou pour essayer de continuer à ressembler à quelque chose. C'est vraiment ce que j'explique dans le bouquin, c'est une discipline, c'est un combat de tous les instants contre soi, on se fait violence parce qu'on se rend compte à quel point on est partie prenante de ça. Mais c'est à mon avis absolument nécessaire si on veut encore ressembler à quelque chose quand on le transmettra, je sais pas, à nos descendants ou à nos proches, ou quand on essaiera de ressembler à un exemple un peu plus crédible que les sous-socialisés dont on parlait tout à l'heure. Pour être heureux, il faut être libre. Pour être libre, il faut être courageux. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, la liberté, enfin, pour moi, la responsabilité, la liberté, c'est vraiment la base de tout accomplissement, donc de toute fierté vraie, qui soit pas usurpée, qui soit pas arbitraire, qui soit pas due à, je sais pas, à la puissance de l'État, de l'autre, de tout ce qu'on veut. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va construire soi. L'épreuve n'est pas du tout un problème. Il faut arrêter d'avoir peur de ça.
c'est dans les épreuves que voilà qu'on fabrique des belles choses. Donc au contraire, plus l'épreuve est grande, mieux c'est. Mais là, le problème, c'est elle est vicieuse, l'épreuve. Elle nous endort, elle est piégeuse. C'est beaucoup plus facile, à la limite, de collaborer, de se laisser aller. Mais normalement, une fois qu'on a vu l'arrière du décor, on n'a plus envie de ça et on a envie de se battre du bon côté jusqu'au bout. Enfin, j'espère en tout cas. C'est le mental qui fait la guerre. Hein, donc, C'est ça, c'est là où il y a de l'espoir, parce qu'une fois que tu rentres dans la responsabilité et la liberté, c'est difficile de revenir en arrière. Ouais, c'est sûr. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis convaincu. Ça donne justement la responsabilité. C'est aussi le fardeau. C'est pour ça que je parle aussi du Seigneur des Anneaux. C'est qu'une fois qu'on a le poids de ce qu'on a à détruire sur le dos, de nos responsabilités, et ben, ça pèse lourd et c'est un combat. Mais pour le coup, la vie a plus de prix comme ça que quand on n'est rien. C'est sûr, quand on n'a aucun poids sur les épaules, on est immatériel. Et on sert à rien, et voilà, on sera passé à côté de notre vie, mais c'est dommage parce qu'il n'y en a qu'une en théorie. Rien n'a de sens. Écoute, c'est magnifique, et je pense que les personnes comme toi qui instinctivement ont compris ces choses-là sans avoir lu les auteurs libertariens ou autres, c'est quand même extrêmement rare. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ce travail d'exposer les gens, de leur mettre ces idées devant la face. Il y a Baptiste qui est de retour. Je sais pas si tu avais Ouais, une désolé, des questions à te poser. Oui, j'ai une dernière question pour finir sur le livre. Je vais citer un passage qui dit « Les dissidents sont nombreux, les réfractaires plus encore. Que font-ils ? Dans 99% des cas, strictement rien. Les insultes sur les réseaux sociaux ne diffèrent pas de rien. Qui commande, niveau d'organisation, valeur au combat, difficile de ne pas être désagréable. » Alors, tu sais comment sont les gens. Moi, je vois déjà, je vais anticiper tous les commentaires qu'on va avoir. Les gens, ils veulent un plan tout fait. Ils veulent pas que tu leur fasses un constat et qu'ensuite ils aient à réfléchir par eux-mêmes à ce qu'ils peuvent améliorer. Donc la question que tu vas avoir, c'est sûr, hein, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Puisque c'est ce que les gens vont te demander. Alors est-ce que tu as une réponse à ça, même si il y a une part des réponses qui est dans le livre. Moi, j'ai pas envie de tout spoiler non plus. Mais est-ce que tu veux répondre à ça préventivement ? C'est que le problème, s'il était simple à résoudre, il y aurait une solution facile. On serait pas là depuis des années à se poser des questions et à chercher des réponses. Donc moi je suis pas le gourou bis en disant j'ai un truc hyper simple, je sais pas, abonnez-vous à mon programme machin et je vous envoie ça. Non, les gars, il faut justement, je vous implique dans le problème parce que si vous attendez qu'un autre comme ça vous livre un truc tout cuit, c'est qu'il se foutra de votre gueule. Parce que vous voulez encore une solution pratique, encore une procuration, encore un truc pour déléguer vos responsabilités. Et quand mon lecteur me demande mais alors quelle est votre solution, je dis mais pourquoi elle viendrait pas de vous, pourquoi elle viendrait pas de vous plutôt que de moi. C'est vraiment En fait, la si question. après tout Je ça- retourne la question à chaque fois. Bien sûr, si après tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si après tout ça, vous n'êtes pas vous-même, vous n'avez pas vous-même des axes de réflexion à vous dire qu'est-ce que je peux faire moi, et que vous attendez qu'on vous dise exactement quoi faire, c'est que vous faites partie du problème. Il faut que vous revoyiez tous les points qui ont été exposés précédemment. Non, mais Exactement. clairement, parce qu'il faut que vous revoyiez, parce qu'on vous parle de responsabilité personnelle, d'autodétermination, etc. pendant 1h30. Et si à la fin de ça, vous dites d'accord, mais qu'est-ce que je dois faire, c'est que vous n'avez pas compris tout le passage sur l'autodétermination. Et Absolument, absolument. Et vraiment, quiconque s'interroge 2 minutes le matin ou le soir sur les actes manqués qui ont jalonné sa vie, je sais pas, c'était pas grand-chose, c'était juste à un moment, il fallait prendre la parole, il fallait dire ça, il fallait faire ça, il fallait montrer cet exemple-là. Et toutes les occasions qu'on a nous-mêmes ratées, même dans la journée, hein, même dans la semaine, on sait très bien qu'on pourrait faire mieux, qu'on pourrait faire plus, et que donc on est quelque part, on n'est pas loin de mériter ce qui nous arrive si on est à ce point pas capable d'être à la hauteur des épreuves. Encore une fois, je parle d'épreuves, mais bon, expliquer qu'Aymeric Caron n'a pas toujours raison. Je pense que nos ancêtres ont connu des trucs un peu plus douloureux que ça. Donc, est-ce que leur dire trouver des moyens pour arrêter d'être des esclaves de la République, pour arrêter de financer la République, c'est une bonne piste de réflexion. C'est le principe du livre, hein, quasiment. Exactement. Voilà, déjà se rendre compte de cet état d'esclavage, ne pas se voiler la face, aller vraiment au fond de son autocritique. Ça fait mal, hein, on se donne des coups de fouet, des coups de latte pendant un petit moment.
Et après, on comprend, on essaie de trouver quel pourrait être le chemin pour sortir de ça, revenir vers la fierté, vers la lumière de la liberté, le flambeau, enfin de la transmission et tout ce qui peut aller avec. Mais c'est vraiment un parcours que chacun doit faire. Encore une fois, on parle développement personnel, mais c'est un truc justement qui est très personnel. Ça dépend beaucoup de nos situations. Et je pense que c'est des interrogations qu'il faut avoir, même si ça fait peur, même si on va se dire putain merde, ça fait 40 ans que je suis en train de gâcher ma vie, c'est possible, mais si on s'en aperçoit maintenant, c'est mieux que s'en apercevoir dans 40 autres années, ou de pas s'en apercevoir du tout. Parce que tu disais des choses très concrètes chez Charles Gave, par exemple, où tu disais travail au noir, ou par exemple devenir indépendant pour pouvoir gérer soi-même Mais ses il donne des finances. pistes de réflexion comme il le fait dans le livre parce que c'est aussi adaptatif. Tout le monde n'a pas le même profil, tout le monde n'a pas la même chose. Donc il donne des pistes, après les gens développent. En tout cas, si vous voulez un truc à faire tout de suite, très facile, là maintenant, vous allez sur Édition Magnus. Là, mais c'est facile, ça coûte 21 €. Donc déjà, voilà, c'est un truc qui vous coûte 5 minutes et 21 €. Et après, il faudra le lire aussi parce que c'est pas tout d'acheter le livre. Mais voilà, achetez Guerre de Laurent Bertone. On a vraiment effleuré le sujet. Il y a 250 pages. Là, on a effleuré le sujet. J'ai essayé de vous faire des trucs sans tout spoiler. Achetez-le tout de suite. C'est disponible sur Édition Magnus. Vous avez le lien là dans le chat. Et ceux qui regardent la rediff, vous avez le lien en description. Vraiment, pour moi, et j'en ai présenté des auteurs ici, sur ma chaîne, etc. Je ne m'avais jamais entendu dire cette phrase. Donc, je le dis, pour moi, c'est le meilleur livre qui a été écrit ces dernières années. Vraiment. J'ai jamais lu un livre francophone dont je me sens aussi proche. Donc, si vous m'aimez, si vous aimez ce que je vous dis, mon message, non, mais pas m'aimer personnellement, mais si vous aimez, si vous m'aimez personnellement aussi, mais si vous aimez ce que je vous dis, si ça a fait quelque chose à vos oreilles, vraiment, prenez ça parce que vous allez adorer, je vous le dis. C'est vraiment. Et je le dis, Laurent, c'est pas pour faire de la lèche ou quoi, parce que je ne dis jamais ça. Tu peux le confirmer, le guide. C'est vraiment exceptionnel. Et t'es pas le seul à le dire, hein. Par exemple, Charles Gave dit au-delà du message qui est exceptionnel, pour revenir à ce que tu disais un peu plus tôt, Laurent, Charles Gave, n'hésitez pas à le comparer aux plus grands écrivains français dans le style aussi. Mais même il n'y a pas de point Français vue qui écrit forme, comme ça. c'est magnifique. Ouais. Il n'y a pas de Français qui écrit comme ça sur le sujet. Il faut aller chercher des livres aux États-Unis, etc. Sûrement, il paraît qu'il y en a aussi dans la littérature russe que je maîtrise moins. Mais en France, il n'y a personne. Là, pour le moment, Laurent, il lit tout seul sur le créneau. Donc vraiment, allez-y. Eh ben, ouais, bah. Très bien, très bien. Non, mais c'est vrai que nous, on a un déficit par rapport aux auteurs anglo-saxons qui est assez massif. Quand on voit le niveau de certaines réflexions de certains penseurs là-bas, et là où on en est ici, on se dit toujours, je sais pas, nos 10 ou 20 ans, je sais plus combien on a toujours de retard sur ce qui vient de là-bas, mais ouais, il faudrait essayer de combler le retard parce que, à mon avis, on n'a pas 10 ou 20 ans de latence devant nous ici en France, en tout cas. Non, c'est-à-dire que les problèmes, ils arrivent en premier chez nous. Et après, par contre, les solutions, elles arrivent avec 10 ou 20 ans de retard. Donc, c'est un peu le souci, quoi. Mais c'est marrant parce qu'on a reçu Julien Rochdy sur notre grand live quand on était à la des élections. Il a dit la même chose que ce que tu viens de dire. Il a dit que là, avec sa maison d'édition, il commençait à publier et traduire des auteurs anglo-saxons parce qu'on n'avait plus cette émulsion culturelle ici en France et qu'il fallait justement aller chercher ça aux États-Unis, etc., pour avoir des idées nouvelles ou des nouveaux pans de réflexion, tout ça. Donc là pour le coup, c'est bien français. Donc allez-y, quoi, profitez-en. Je suis désolé d'être un peu autiste, d'aller toujours dans le concret, mais pour moi, c'est important de rappeler tout ça. Si aujourd'hui en France, on vous prend la majorité de votre création de richesse pour ensuite aller financer plein d'œuvres socialistes, marxistes, complètement débiles qui n'ont aucune valeur, ça a aussi un impact indirect, malheureusement, sur le marché des idées en France, parce que cet argent, vous ne pouvez pas la dépenser dans ce que vous aimez, et en plus, il finance l'ennemi. Et c'est des personnes comme Laurent qui sont directement impactées par ça. Donc le fait qu'on ait quelqu'un parce que Laurent, il ne touche pas de subvention. Ouais, c'est précisé. Au cas où il y aura des gens qui auraient des doutes, il n'y a pas de subvention. Hein. Là, le pass culture, ça ne marche pas. Donc, mais des Laurent Berton, comme tu le dis, il y en a des dizaines aux USA, des génies comme ça. Au niveau des idées, en tout cas, oui, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui partagent ce courant d'idées, cette piste de réflexion. Et c'est vrai qu'en France, on a un déficit là, sur cette ligne idéologique, il y a un vrai déficit. Et dans ce contexte marxiste, c'est comme si Thomas Sowell était un best-seller en URSS. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exploit de réussir à faire ça en France. C'est vrai que c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça, oui. C'est vrai. Non, en tout cas, est-ce que tu veux dire quelque chose? Enfin, tu voulais poser une question avant qu'on. Ouais, j'avais une question pour moi, j'ai toi, fini Laurent. du coup. Ah bah parfait. Si tu as encore un peu de temps, Laurent, hein, sinon on te laisse partir.
Ça marche, ouais, pas de problème. Tu nous dis quand tu dois partir. En fait, j'ai pas envie que tu me répondes si t'as pas envie. Mon objectif, c'est pas de te faire dire quelque chose que t'as pas envie de dire. Mais moi, j'avais donc une question pour toi. Et je sais que tu n'apprécies pas particulièrement les étiquettes, donc je vais pas aller dans ce sens-là. Et, euh, et que tu dis toi-même que ta pensée, elle peut se préciser entre le moment où tu finis d'écrire un livre et le moment où tu le publies. Mais beaucoup des membres de notre communauté, comme tu peux t'en douter, se posent cette question. Tu y as répondu entre les lignes au cours de l'échange avec Baptiste. Mais pour être clair, encore une fois, c'est mon côté autiste. Pour toi, c'est à quoi doit se limiter le rôle de l'État? Est-ce qu'il doit être inexistant? Est-ce qu'il doit se limiter aux régaliens, justice, sécurité, protection des frontières? Ou est-ce qu'il doit tout de même prendre plus de place dans la vie des Français? Non, le régalien, c'est la première base, on va dire. C'est le truc utile, quoi, de virer toutes les saloperies dont on parlait tout à l'heure, tout l'inutile, de rendre aux citoyens leur responsabilité pleine et entière dans la conduite de leur vie, en laissant une grande marge de manœuvre sur la sécurité personnelle. Je pense que les citoyens sont assez aptes à assurer leur propre sécurité. Je pense qu'il faut leur donner leur rendre plus de prérogatives en la matière. Les frontières, pourquoi pas aussi. Enfin, on peut tout imaginer. C'est juste une question de volonté politique. Là, pour l'instant, l'État organise carrément l'importation d'individus non désirés pour ses intérêts, enfin pour tout un tas de raisons qui peuvent nous échapper, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Déjà, de le limiter à ça, ce serait vraiment un très bon début, et je pense qu'à partir de là, beaucoup comprendraient que peut-être même sur ces aspects régaliens, il est plus complètement utile non plus, qu'on pourrait trouver des moyens d'aller encore plus loin. Après, on parle de la France, on est tellement loin de ces Mais concepts là, vraiment, là, oui, c'est sur de la science-fiction, science-fiction pure. Voilà. Donc Ouais, pour ouais. toi, aller C'est-à-dire plus que loin d'un point de En vue fait, nous, idéologique, on en est à ça dire passe pas. arrêtez de financer le pass culturel. Tu vois, on en est là dans le niveau de combat. Et là, on parle de enlever du pouvoir Ouais, dans le non, régalien et mais tout. Bon, il va se passer des trucs avant, hein, quand même. Privatiser la défense et la sécurité, j'avoue que Oui, on n'en y est pas là il y a encore. un sacré chemin. non, mais Mais enfin, c'est pas inutile de rappeler que l'aspect régalien, je crois, c'est à peu près, je sais plus le pourcentage du PIB, mais ça doit être 3 à 4% du PIB, ça. un truc comme ça. La défense, c'est 3%, hein, c'est ça, hein, je crois qu'on avait dit. Ouais, enfin, le régalien strict, hein, Le parce qu'on avait régalien. aussi Ouais. ajouté Justice, l'éducation sécurité, nationale. frontières, 6%. Ouais. Oui, voilà, ouais, c'est ça, 6%. Donc, faut quand même rappeler ça aux gens, c'est-à-dire que le pognon qu'ils mettent en disant machin, la justice, tout ça, rappelez-leur, oui, enfin, le pognon que vous mettez, vous avez eu 1200 milliards à peu près d'impôts par an, plus les emprunts et tout le reste. Et voilà le résultat très concret dans la mission régalienne qui justifie en théorie la légitimité de ce truc. Voilà, commençons par passer ce message-là et peut-être qu'on pourra avancer petit à petit sur le reste. Voilà, c'est Mais ça. c'est pas inutile de rappeler, Parce que oui, que c'est un précoce, le Guise. Il veut aller, tu sais, il veut aller plus vite que Non, la moi, pas musique. du tout. Il en a Hein. déjà Moi, marre, lui. non, moi, Je plaisante. Laurent, non, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis un peu intense parfois. Et puis, Lui, il je veut aller sais tout de pour- suite. Tu vois. je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais bon, j'ai mon public. Merci, les gars. Et qu'est-ce que je voulais te dire, Laurent, c'est que je suis. En fait, j'ai l'impression que. Moi, je suis pas si précoce que ça parce que je suis un minarchiste. Tu as déjà dû entendre ce terme, c'est-à-dire oui. l'État qui s'occupe uniquement du régalien. Régalien, d'ailleurs, terme qui vient du roi, c'est-à-dire des fonctions à la base du roi, sécurité, justice, frontière. Et on est vraiment dans une situation inédite depuis 1 ou 2 siècles. On n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un moment où l'État contrôlait absolument tout comme ça, plus de 60% de la richesse, etc. etc. Donc, Bah, c'est on est aussi vraiment l'Union. Il y a l'Union soviétique et la France. Hein, c'est les c'est deux ça. Et exemples c'est inédit vraiment. à Ouais, l'histoire et, de l'échelle de l'humanité, c'est inédit, je trouve. un truc stupéfiant, c'est l'absence de contre-pouvoir réel aussi. C'est ce il a complètement réussi à bouffer tout ce qui aurait pu lui être opposé, à C'est ce se qui définissait. l'agréger et voilà, à C'est ce qui devenir ce truc. définissait l'Ancien Régime un petit peu, c'est contrairement à ce qu'on Oui. peut croire, hein. C'est-à-dire que la noblesse, l'Église, c'était des contre-pouvoirs légitimes à la royauté. Donc il y avait déjà au moins cette tripartie qui était obligatoire, Église, noblesse, royauté. Il ne pouvait pas y avoir une suprématie de quiconque à cause de ça. Donc déjà, c'est drôle de se Exactement. dire qu'on vous présente toujours l'Ancien Régime au contraire comme un régime très vertical, alors qu'en vérité, c'est la définition même de la République, ça a été de centraliser tous ses pouvoirs, de faire disparaître... Et c'est la démocratie qui légitimise de manière absurde tous les pouvoirs à l'État. Ouais, et c'est oui, et complètement. C'est la dépossession ultime, c'est la démocratie. Et je sais pas si peut-être que l'État est un mal, nécessaire, c'est sûr que non, mais peut-être, inévitable.
Mais en tout cas, le but est de lui opposer des contre-pouvoirs crédibles, enfin des limites extrêmement tangibles. Et là, pour le coup, ça devrait être le rôle du citoyen libre et j'espère, l'élite de demain. Ok, donc toi, tu es dans une logique, t'es dans pour toi, la liberté, c'est pas un objectif concret, c'est plutôt un chemin. Même si philosophiquement, c'est très clair que tu es pour la liberté et la responsabilité individuelle. Donc, on est plutôt dans une stratégie réductionniste. On va tout faire. Ouais, pour bah, enfin, réduire les c'est vision assez pragmatique, hein. C'est comme la vie, c'est un combat permanent et c'est un combat qu'on ne gagne jamais. On peut se dire: J'ai su à peu près rester libre», enfin, déjà, on l'est pas complètement, enfin, on l'est même pas biologiquement, mais on essaie, on essaie de tendre vers cette espèce d'exemple d'idéal d'amélioration de soi, mais on sait très bien que c'est un combat il y a à aucun moment on va s'arrêter, on va se dire c'est bon, c'est fini, on a gagné. Ça revient toujours. C'est la phrase de Hemingway qui dit il n'y a pas de liberté, mais la recherche de la liberté, et cette recherche est une forme de liberté en elle-même. Exactement. Et enfin, c'est notre destin perpétuel, c'est soit ça, soit l'esclavage. Donc, il faut choisir sa voie. Écoute, je pense qu'on devrait conclure là-dessus. Très bien. Avant que tu dérapes. Mais j'ai des millions de questions connais, pour là. Laurent Berton. Là, tu es en train de le chauffer et il il va partir dans des trucs où après on va regretter tous les deux. Donc, merci infiniment, Laurent, d'avoir été avec nous. Vraiment, écoute, ça a été super. Je pense qu'il y a une partie, il y a une partie de notre communauté qui ne te connaissait pas, écoute, bah là, je pense que ça va pouvoir être une grosse découverte. Ceux qui te connaissaient déjà, je pense que ça a permis de préciser vraiment ta pensée et de quoi était fait le livre, tout ça. Donc, je vous le redis, édition Magnus, de toute façon, tout est en description. Vraiment, si vous devez acheter un livre cette année, faites-le. Moi, mon livre, de toute façon, sortira pas cette année. Donc, c'est pas la peine d'attendre. Je suis très en retard. Ça sortira l'année prochaine. Donc, voilà, prenez ce livre-là, là, pour Noël, offrez-le, etc. Si vous avez des gens autour de vous, les droitards étatistes, etc., des papas sécurité sociale et tout, offrez-lui ce livre. Vraiment, c'est un bon cadeau. C'est le bon cadeau poison pour que les gens se rendent compte des fois qu'ils sont un peu mollassons. Donc, vraiment, faites-le cadeau pour vous-même. Faites tourner le livre, vraiment. Je pense que c'est important. Et si vous aimez Radio Dixie, il n'y a aucune chance que vous n'aimiez pas ce livre. Vraiment. C'est bon pour vous ? Un grand merci, Laurent. Un grand merci à vous pour l'invitation et ouais, cette pub. Et voilà, on espère que c'est pas la dernière fois parce qu'on a eu beaucoup de mal à t'avoir pour cette première fois. On espère. Non, mais sans problème, que ça s'est bien, je reviendrai évidemment. Voilà, on espère vraiment te revoir pour le prochain livre parce que j'imagine que tu vas pas t'arrêter là. T'as une. Non. Ces dernières années, tu as eu une boulimie d'écriture. Tu as écrit un livre par an en fait, voire plus. Ouais, c'est ça, un livre par an. Ouais. C'est le sentiment d'urgence et de se dire qu'il faut se bouger. Vite avant qu'il se fasse assassiner, en fait. Il écrit vite avant qu'on le retrouve suicidé. Donc, vite, publier. Après, il s'attaque à la mafia, on n'oublie pas. Il s'attaque à la mafia. Bah oui. Laurent Epstein, il va bientôt être le pauvre. Alors, on te le souhaite pas. Dieu te garde, mais bon. Voilà, on sait que. Ouais, ça me fera vendre des bouquins. C'est toujours ça de prix. Ah, oui, ça c'est évident. Ouais. C'est tes ayants droit qui seront contents. Ouais. Bon, en tout cas, une chance incroyable de pouvoir vendre avec tes principes en disant exactement ce que tu penses. Et je te laisse te conclure, Baptiste. Vous retrouvez le replay de cette émission dans quelques minutes, je pense, ou quelques heures, sur le Patreon du Guise en audio, et dans quelques jours sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Guise. Voilà, écoutez, vous avez les liens des Patreons en description, vous avez le lien des éditions Magnus en description. La prochaine émission, prochain Radio Dixie, ce sera peut-être la semaine prochaine, parce que là, je suis en repos pendant 10 jours, donc Inch'Allah, on fait une autre émission la semaine prochaine, comme on dit dans le Berry. En France. Et puis, bien sûr, à très bientôt. Merci à tous. Merci. Bye bye les gars. Au revoir.